Dans les 12 heures, je suis président de la République, une fois Camerounais, toujours Camerounais. Vous pouvez avoir 5 ans d'activité, c'est votre problème. Mais c'est votre droit. Donc, vous comptez mettre en place la double nationalité, si je comprends. Les Camerounais vivant à l'étranger doivent faire partie intégrante de notre plan de développement. Et si vous êtes élu pour votre... Quand je serai élu, Quand vous serez merci beaucoup, élu, je viens pour une période de transition, je mets le système en place, les institutions en place, une nouvelle constitution, je supervise l'élection, je n'ai pas de parti politique. Celui qui gagne, je lui passe la main et puis les choses vont continuer. Et pendant cette période-là, je veux m'assurer que ce dont on est en train de parler soit mis en place. Ça va prendre du temps. Au moment venu, moi je dis crois fermement qu'il y aura une coalition des partis d'opposition. Le gars qui vole une boîte de sardines, est-ce qu'il est pire que le haut fonctionnaire qui détourne des milliards dans Glencore? Sous ma présidence, ça va être fait. Et ça va être tolérance zéro. Je ne dis pas que les gens vont voler, mais si vous volez, vous allez voir ce que vous allez voir. bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format spécial élection présidentielle 2025. Les candidats face à vous, présenté par Axe Media. L'objectif, c'est vous donner l'opportunité de mieux connaître ceux qui souhaitent briguer la magistrature suprême, leurs idées, leurs programmes et leur vision pour le Cameroun. Et pour ce premier épisode, nous recevons le bâtonnier Akere Mouna, qui est homme politique et candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Bonjour bâtonnier Akere Mouna et merci de nous recevoir dans vos locaux. Bonjour et merci de votre invitation. Tout au long de cet entretien, nous reviendrons donc sur votre parcours, vos engagements politiques et les solutions que vous proposez aux Camerounais. Vous êtes candidat pour le compte du parti L'Univers. Vous avez été investi en septembre dernier. À noter que ce parti avait déjà investi Cabral Lévy, qui est également candidat pour l'élection de cette année. Il a terminé 3e derrière le professeur Moïse Kamto et le président Paul Biya. Mais j'aimerais vous poser la question, pourquoi avoir choisi ce parti ? Le parti m'a choisi. Parce que... Et pourquoi vous avez dit oui à ce parti ? Justement, mais voilà, c'est différent. J'ai dit oui parce que les arguments que le professeur Kouvondoko, que j'apprends à connaître d'ailleurs, m'a donné étaient des arguments qui m'ont fait comprendre qu'il comprend le pays et des raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, il a voulu que ce soit moi, ben, sont des raisons qui m'ont convaincu. Première chose, il m'a dit il faudrait que nous travaillions sur une transition. Hein, première chose. Seconde chose, il m'a dit on a eu 60-61 ans de francophones, il faut absolument qu'il y ait un anglophone, et lui il se bat dessus depuis 7 ans. Donc il pense que moi étant un anglophone, et il dit que mon parcours, n'est-ce pas, montre que je suis à même d'être le candidat de l'univers. C'est ce qui s'est passé. Le candidat idéal ? Hein ? Est-ce le cas du candidat idéal pour le parti Univers ? Je pense bien, puisqu'ils m'ont choisi. Ça marche. Et en 2018, vous étiez candidat, mais vous avez choisi de vous désister pour vous rallier au professeur Moïse Kamto. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter à nouveau comme candidat cette année, plutôt que de poursuivre cette alliance avec le professeur ? Il n'y a pas une alliance à poursuivre. Je m'étais rallié pour l'élection présidentielle au professeur Kamto. Et ça, c'est une chose qui date de 7 ans. Et voilà, il y a d'autres élections. Et je décide de me présenter. Il n'y avait pas un contrat de mariage entre le professeur et moi. Il n'y a pas de contrat de mariage. Il n'y avait pas un contrat de mariage. Et donc, vous pouvez partir quand vous le souhaitez Non. C'était pour les élections ponctuelles et c'est fini. Et voilà. Et voilà, maintenant, vous êtes à la tête de Univers. Est-ce que vous pensez qu'un nouveau ralliement serait possible entre les partis d'opposition aujourd'hui face aux partis opposants ? Je pense que les gens se pressent. Hein? On n'a même pas encore appelé le corps électoral. Ça va se faire, convoquer le corps électoral, ça va se faire en juin. Et c'est bien que les uns et les autres, n'est-ce pas, rallient leurs troupes. Et que le moment venu, moi je dis crois fermement qu'il y aura une coalition des partis de l'opposition. Bon, les autres veulent voir ça maintenant et tout de suite, mais je ne pense pas que c'est le rythme qu'il faut.
J'ai une question à vous poser, Monsieur Akeremouna. Est-ce que vous vous considérez comme un politicien d'opposition? Les gens se méfient, ils pensent que vous êtes euh, plus ou moins en alliance avec le parti au pouvoir et aussi sachant que des membres de votre famille ont travaillé pour le parti au Ouais, pouvoir. ouais, c'est un argument qui a été utilisé plusieurs fois, qui ne rime à rien, absolument à rien. Je n'ai jamais été membre du gouvernement, je n'ai jamais travaillé pour l'État. J'ai travaillé comme avocat pour l'État et quelques organismes, n'est-ce pas, parapublics. Euh, et c'est mon choix. C'est pas parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je ne l'ai pas fait. Euh, Quand on dit membre de ma famille, bon, mon père, en son temps, a fait ses choix et ma sœur Oui. a fait ses choix. Donc vraiment, dire que quelqu'un serait pour être extrémiste, pour dire quelqu'un serait criminel parce qu'il a un frère qui est enfermé à Kondengui, c'est on peut trop dire. Hein. Je pense que euh, j'ai mes intentions et tout le monde dans ma famille a ses objectifs. Mm. Dire que bon, puisque mon père a, donc moi aussi, non. Mm. Ça n'a rien fait avec Ce moi. n'est pas une histoire. Mon parcours professionnel est complètement différent de non seulement de tous les autres candidats, mais de toutes les personnes de ma famille. Le succès de ma carrière que j'ai eu, c'est plus à l'extérieur qu'au Cameroun. Ah oui, mais vous avez quand même grandi dans une famille politique. Ça veut dire que vous avez en vous déjà. Il faudrait bien que je grandisse quelque part. Oui, Bah, comme comme tout le monde, merci. Mais là, j'ai eu la chance d'avoir le père qui a fait la politique. Euh, et c'est ce que j'ai vu de près. C'est plus l'idée du service public qui nous a inculqué. Euh, Servir le citoyen, c'est un peu de ça qu'il s'agit. servir Et un vous petit verrez peu. donc, la plupart de mes frères étaient des médecins, des avocats. D'ailleurs, mon feu frère Bernard, qui était mon associé, mon mentor, je dois dire, euh, lui, il a commencé comme magistrat. Oui, Mais il a démissionné pour devenir avocat parce qu'il pensait qu'il pouvait rendre plus service aux citoyens comme avocat plus que comme magistrat. Donc, c'est un réflexe, je l'ai toujours fait, en créant Transparency International, c'est oui. tout ça. Donc, il y a beaucoup de D'ailleurs, choses. dans une publication récente de votre équipe de campagne sur laquelle je suis tombée, vous avez lancé un appel à une action collective pour relever les défis du Cameroun et Ouais, votre leitmotiv, ouais, reconstruire ensemble un État fort, juste et véritable au service de tous. ouais, Ce qui revient à ce que vous dites, dont vous exactement, inculquez. exactement. Ouais. Voilà, et certains y verront une approche socialiste. Mhm. Et j'aimerais vous poser la question, quelle est votre véritable doctrine politique aujourd'hui? Ça, c'est des problèmes qui concernent les Occidentaux. Ah oui? Nous avons nos problèmes. Oui. Et j'ai des solutions que je préconise. Quitte aux autres de classifier ça comme socialiste ou pas. Mais je pense que ces classements-là, ces classifications-là, qui émanent d'une autre époque, qui concernent l'Occident, ce n'est pas mon souci. Nous avons des problèmes spécifiques pour lesquels j'ai des propositions spécifiques. Oui. Bon, ceux qui veulent forcément l'aligner gauche, droite, centre, extrême droite ou extrême gauche, ça, c'est leur problème. Oui. Qu'est-ce qui serait donc propre au Cameroun, selon vous? Mais écoute là, mais on a des urgences. Oui. On a un pays qui est complètement détruit par la corruption. On a un pays dont l'économie est en train de stagner. On a un pays où les pauvres, n'est-ce pas, souffrent vraiment. On a un pays où les jeunes n'ont pas d'emploi. On a un pays où l'éducation est mal adaptée aux appels de l'heure. C'est ça les défis. C'est ça l'idée. Les infrastructures sont complètement vétustes. Venez à Yaoundé, regardez ce qu'il y a comme saleté. On n'a pas un pays qui produit, qui fait de l'entretien. Mais là, on fait pays maintenant de consommateurs et des gens euh, qui détruisent pratiquement, parce que quand on n'entretient ne pas, reconstruisent pas. qu'on ne reconstruit pas. Donc on est vraiment un pays simplement de cueillette, de récolte sans semence, quoi. J'aimerais évoquer le projet politique que Ouais, vous portez, qui est un mandat de transition. exact. Beaucoup de Camerounais se demandent ce que cela signifie concrètement. Qu'est-ce que ça implique
un mandat de transition, exactement? Oui. Nous avons une histoire politique qui nous a marqués. Les deux présidents que nous avons eus, à leur premier mandat, n'étaient pas élus. Ahidjo n'avait pas été élu. Biya n'a pas été élu. Ça a donc imprégné des réflexes qui ne sont pas du tout républicains ni démocratiques. À l'usure, notre pays, notre système a pris des coups. Pas adapté. On roule avec le système que je vais appeler le système Ahidjo, qui a été tripoté à gauche et à droite, et il faut tout recommencer. Ça veut dire quoi? C'est des systèmes politiques, les institutions, et une nouvelle orientation qui laisse place aux autres, qui laisse respirer le peuple. On a des réflexes de répression qui datent de période des années 60. On a un ministre qui se met sur les antennes pour menacer les gens. Donc, je pense que tout cela doit changer. Et c'est ça, cette transition qu'il faut mettre en place. Et je suis de la société civile, donc j'ai des réflexes qui sont complètement différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met tout en place, on élit notre président, et je m'en vais. Et cette transition-là, comment vous comptez la mettre en place? Ça sera quoi, par exemple, la transition? Vous serez élu président de la République du Cameroun. Avec un mandat de 7 ans. Un mandat de 7 ans. Ouais. Est-ce qu'il y aura des changements dans la Constitution? Il y aura une nouvelle Constitution. Une nouvelle Constitution, la forme de l'État est différente. Moi, je parle d'un État fédéral. Il y aura moins de nominations à des positions politiques. Il faudrait que les positions politiques, n'est-ce pas, soient occupées par les gens qui sont nominés et votés par le peuple. C'est ça la démocratie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la prise de décision est décentralisée au Cameroun ou centralisée? Et qu'il y a la prise de décision est complètement centralisée. Oui. Il y a une leurre. Prenons comment le gouvernement, il y a un ministre de la décentralisation. Est-ce qu'il en faut un? Il y a dans toutes les régions des délégations de la décentralisation. Ça veut dire quoi ça? Dans les régions, vous avez le gouverneur, le président des régions, mais son patron en fait, c'est le gouverneur. J'étais à une cérémonie à Buea, j'ai regardé l'ordre protocolaire. Même le préfet arrivait avant le président de région. Donc ça veut dire que on est dans un mécanisme qui est là à trompe-l'œil. Le peuple n'a pas parole. C'est-à-dire que c'est seulement imprégné dans le réflexe de l'État que même au sein du parti RDPC, les personnes qui sont élues comme président des régions, des sections régionales, ces personnes-là, on nomme derrière des délégués du comité central vers ces régions-là. Donc, ils priment maintenant ces présidents de section. Il y a ce réflexe de tout contrôler, ce qui fait que, le peuple n'a pas droit au chapitre. Est-ce que vous avez déjà pensé à qui fera partie de votre gouvernement si vous êtes... Je suis en train de penser plutôt à comment parvenir à une coalition, comment sortir notre pays de cette impasse. C'est ça qui est le plus important. Les Camerounais sont très focalisés sur les positions et les nominations. Ça, c'est autre chose. Et pour le moment, je pense qu'il s'agit de déraciner ce qu'on a comme système, qui étouffe le peuple, étouffe l'économie et met notre pays dans une situation sans lendemain. Vous parlez d'impasse. En effet, le Cameroun traverse des problématiques. Il y a beaucoup de défis à relever. Et donc, j'ai listé par thématique quelques problématiques. Je vais vous poser des questions et l'objectif, c'est que vous proposez des solutions par rapport à des problématiques spécifiques. Commençons par la préoccupation majeure du pays qui est la sécurité. Le Cameroun est marqué par la crise anglophone qui dure depuis plusieurs années maintenant et cette guerre qui affecte le nord-ouest et le sud-ouest a causé des milliers de morts, vous le savez, et des centaines de milliers de déplacés à l'intérieur du pays. Et donc ma question c'est quel est votre plan
pour mettre fin à ce conflit et apporter la paix dans le réseau, dans le réseau sud-ouest. Bon, en grand chapeau, je voudrais dire d'emblée que nous avons un problème de gouvernance et de gouvernements qui ne sont pas comptables ou redevables envers le peuple. Alors, du moment que vous avez ce chapeau-là, vous allez voir qu'il y a le lien avec cela. Problème anglophone, comme on le dit souvent, signalé depuis 1964 par le docteur Fonlon dans une correspondance adressée au président Ahidjo. Et en 1964, le président Biya était déjà aux affaires, au niveau de la présidence. On n'a rien fait. Des problèmes de culture coloniale adoptée, certes, mais des problèmes judiciaires, le problème d'éducation, des disparités mal gérées, ça n'a rien donné. Jusqu'à nous arrivons en 92 avec Foundi. Bon. Les revendications anglophones se sont un peu aménusées parce qu'ils pensaient que, n'est-ce pas, il y aurait des élections, qu'à mon avis, je l'incite toujours, Foundi a gagné. Et à ce moment-là, on était à deux doigts de résoudre le problème, n'est-ce pas, anglophone, francophone. On était à deux doigts. Mais, après les élections, Foundi et les anglophones ont estimé qu'il n'est pas devenu président parce qu'il est anglophone. Chose qui va être affirmée par plusieurs autres membres du gouvernement, qu'un anglophone ne sera jamais présent et autres. Hein? Il y a un autre ministre qui a dit particulièrement que les anglophones au Cameroun, c'est comme 2 cubes de sucre dans un seau d'eau. OK? Donc, il y a eu ça. Et les gens oublient que Foundi, Unilang, Ribraire de Bamenda, aurait été battu par 4 points. Ça veut dire que la proportion entre ceux qui ont voté pour Foundi dépassait la proportion de francophones. Donc ça veut dire quoi? Ce problème aurait pu être résolu si on avait eu donc un anglophone président. Ça, c'est mon avis. Vivre ensemble serait une histoire de passé. Mais on ne l'a pas fait. 2 choses sont passées. L'établissement a paniqué, c'est pas vrai. Un libraire qui nous battait aux élections, mais c'est pas vrai ça. Les anglophones ont dit, bon, nous, ce n'est pas pour nous ce pays, on fait le All Anglophone Conference et EC1 et on va demander le régime fédéral. Et c'est de là que ça commence à se gâter. Et en 1996, donc, dans la Constitution, on va prétendre que le système décentralisé, avec des régions autonomes, c'est mieux, c'est comme le système fédéral, j'en sais quelque chose parce que mon père et le docteur Foncha en ont parlé, ils ont réclamé à l'État qu'il fallait faire ça, ils ont dit non, le système de région autonome c'est presque pareil, mais s'il y a des choses du système fédéral qu'on ne retrouve pas dans le système décentralisé, alors on met une clause, la clause pour statut spécial. C'était prévu en 1996 pour résoudre ces problèmes-là. Mais on nous l'amène presque 20 ans après pour dire, ben voilà, on a tout réglé le problème, mais c'était là depuis. Ouais. Et puis en 2004, il y a eu la loi qui a donné tous les prérogatives au gouverneur. Donc je pense que c'est un problème qui est là depuis. Et c'est la mauvaise gouvernance qui nous a amenés vers cela. Donc, qu'est-ce que je pense faire? C'est d'ouvrir immédiatement le dialogue avec tous ceux qui ont pris des armes. C'est maintenant mélangé avec des personnes qui n'ont rien à voir avec des revendications politiques. C'est des gens qui sont purement et simplement des brigands. Et comme dans tous les conflits internes dans le monde entier, à un moment donné, n'est-ce pas, les brigands, les bandits, n'est-ce pas, pour en profitent. Non seulement ça, du côté aussi. Il y a des gens qui se font de l'argent, du côté, n'est-ce pas, de l'État, qui se font de l'argent parce que ça veut dire quoi? Ils peuvent vendre les armes, les cartouches, il faut nourrir les... Il y a tout cet argent en liquide qui tourne, qui fait de sorte que, bon, ben, ça profite à beaucoup de gens, cette guerre. Mais je pense qu'on peut régler ça. Et je pense que je suis même de régler ça, non seulement parce que je suis anglophone, non seulement parce que quand on parle d'un coin, je sais ce que c'est, non seulement parce que j'en souffre. Il y a 8 ans, je ne suis pas allé auprès des tombes de mes parents. Donc, je suis concerné. Donc, je pense que je suis à même de comprendre ce qui se passe. Ouais. Et
Concernant les crises que le Cameroun subit, il y a également la crise dans le Grand Nord, les attaques de Boko Haram, Ah ouais. qui sont toujours présentes malgré les efforts des forces armées. Entre août et novembre, on a enregistré une vingtaine de personnes qui ont perdu la vie. Ouais. En janvier également, on a recensé des morts. Quelle serait votre approche face à ces menaces en tenant compte des aspects humains Ouais. et sécuritaires? Voyez-vous, tous les rapports Oui. internationaux disent que le problème est à la base économique. Il y a des attentes économiques, des gens qui ont des situations économiques très, très, très tristes, je dois dire. Et c'est dit que ces personnes-là, quand Boko Haram et les autres viennent leur offrir ce qu'ils n'ont pas, ils vont y aller. C'est un peu comme les gens qui sont payés pour voter pour les RDPC. C'est pas parce qu'ils aiment les RDPC, c'est parce qu'on les paye. C'est pareil pour Boko Haram, ils payent des gens. On a vu ça en Égypte avec les frères musulmans. La santé, l'éducation, bébé, voilà. Et c'est cela. Il faut de dire que on a l'impression, je dois dire ça pour d'autres régions aussi, on a l'impression que le Grand Nord est négligé. Pareil pour le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Bon, et j'entends maintenant qu'on a signé un prêt maintenant pour faire la route Ngaoundéré-Garoua. Bon, écoute, l'élection c'est en octobre et on a toujours ça. Chaque fois que l'élection arrive, on attend que bon, il y aura des routes partout. Mais après les élections, les caterpillars disparaissent. Donc, dans l'extrême nord, je pense que qui sont ceux qui sont en train de perpétuer ce système de Boko Haram et autres? Il faut aller au cœur du problème. N'est-ce pas seulement attendre qu'il y ait des attaques et puis réagir. Je pense que c'est un problème fondamentalement économique. Et écoutez ceux qui sont là-bas. Vous ne pouvez pas penser traiter avec l'extrême nord en gestant quelques élites qui s'éternisent à certaines positions de politique et autres d'importance, et quitte à ces personnes-là de régler les problèmes chez eux. Et l'État, n'est-ce pas, se débine comme ça facilement. Je pense qu'il y a un problème économique dans l'extrême nord qu'il faut régler. Et donc, ce serait quoi la solution pour régler ce problème, cette faille économique? Il y a des choses faciles. Je pense que, par exemple, dites-vous bien, on a 1700 km de frontières entre le Nigeria et le Cameroun. Pourquoi on n'a pas une zone franche dans le nord? Pour faciliter le commerce entre le Cameroun et le Nigeria. Il y a plus de 200 millions de Nigériens. On s'est tout fondé ces marques et tout ça, très bien beau. Mais, on a un marché. Le Nigeria fait tourner le Togo et le Bénin qui sont un peu plus loin. On a un marché énorme. On devait avoir dans notre pays 3 zones franches, à mon avis. Un dans l'extrême nord, un dans le nord-ouest et l'autre vers Manfé. Ce sont des zones où les gens traversent pour faire le commerce. Ça, on ne le fait pas. Ça, on ne le fait pas. Donc, je pense que il y a beaucoup de choses à faire, d'ouverture pour que les gens aient des opportunités. On est dans une situation où on vous étouffe presque pour prendre des initiatives. Dites-vous bien que c'est maintenant la Guinée équatoriale qui va profiter de notre trafic portuaire. Parce que les Tchadiens en avaient marre des tracasseries. Mais la sécurité ne se limite pas qu'au conflit. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais ont peur, même en dehors des zones de crise. Je parle notamment de kidnapping d'enfants. Je parle également d'agressions dans les transports, les taxis, la criminalité en hausse dans certains quartiers du Cameroun. Certains évitent même de sortir le soir de peur, par crainte de se faire agresser ou bien de se faire attaquer. Si vous êtes élu, que ferait l'État à ce moment-là pour assurer les citoyens et leur garantir une véritable protection? Il faut toujours aller à la base. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui sont nés cambrioleurs et autres. Des fois, c'est le gars, il n'a rien. Donc, je pense qu'il faudrait trouver un moyen de reconvertir, on dit en français, ces personnes-là pour qu'ils choisissent une autre voie. Et qu'il y ait une justice, n'est-ce pas, équitable. Donc, en ce qui me concerne, la première chose à faire, c'est d'utiliser l'outil économique pour essayer donc de travailler sur ce problème. Et
par la suite, n'est-ce pas, s'assurer qu'on a une justice qui est équitable. Et quand vous dites économique, c'est donc la création d'emplois, des stratégies pour... Des stratégies pour avoir l'emploi, ouverture, les enfants de rue. Bon, vous arrêtez au feu là, il y a une fillette de 8-9 ans qui est en train de mendier. Que fait le ministère des Affaires sociales? Et pourquoi les enfants ne sont pas à l'école? On devait avoir une brigade qui se promène et on envoie l'enfant, mais pourquoi vous n'êtes pas à l'école? Il n'y a rien. Et rien n'est fait. Si je mets quiconque au défi de me dire une politique pratiquée dans ce pays qui est dans l'intérêt de protéger le citoyen. Mais s'il s'avère, là vous parlez d'une stratégie économique, mais s'il s'avère que ces phénomènes sont toujours en place en octobre 2025, je ne pense pas que ça va disparaître d'ici là, quelles seront déjà vos solutions concrètes pour ralentir ces agressions, cette criminalité-là, avant de penser économie, parce que économie, c'est sur le temps que ça se met en place. Oui, vous, les gens disent que la plupart des gens qu'on arrête, ce sont des gens qui ont été arrêtés et libérés. Ça, c'est la première chose. Les gens fonctionnent en gang. Quel est notre système d'enquête? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on frappe plus fort? Le gars qui vole une boîte de sardines, est-ce qu'il est pire que le haut fonctionnaire qui détourne des milliards dans Glencore? Bon, je pense que il y a beaucoup de choses à reparer. Il y a des brigands en col blanc, il y a des gens qui vont voler des sardines et des boîtes de tomates. Donc je pense que la criminalité monte à cause du fait que l'État a démissionné de beaucoup de secteurs. Un autre sujet majeur qui parle du coup du secteur de la circulation routière. Peut-être que ça sera la même réponse que vous aurez. Les accidents sont fréquents et souvent causés par un non-respect du code de la route, l'incivisme des conducteurs, une corruption dans la délivrance des permis de conduire et un manque de contrôle strict. Comment allez-vous faire pour restaurer de la discipline? La discipline, c'est un laisser-aller, c'est-à-dire que l'État, ayant démissionné dans le règlement de certaines choses, laisse un laisser-aller, comme on voit dans l'ouverture de ventes emportées, on peut distraire les uns et les autres. Vous parlez de la circulation routière. Dites-vous bien, est-ce que vous avez vu l'analyse des accidents qui ont eu lieu parce qu'il y a eu un chauffeur qui conduisait en état d'ivresse? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ces stationnements-là qui contrôle le chauffeur qui monte au volant, son état? Est-ce qu'il y a un système de contrôle, le nombre d'heures qu'un chauffeur doit le faire? C'est ça la sécurité routière. Ce n'est pas mettre les gens dans les rues pour tendre des embuscades et arrêter les gens et faire encaisser les gens par des... Non, il y a des choses pratiques qu'on peut faire, mais on ne les fait pas. On ne les fait pas. Il y en a plein, les radars ici au Cameroun, ce n'est pas pour ça. C'est pour que les gens... les gars, ils prennent une embuscade. Est-ce que c'est vous, est-ce que ce n'est pas vous? Le système n'est pas clair. C'est tout ce qu'il y a dans ce pays. Donc, est-ce que les mesures qu'ils préconisent? Non, ça n'a rien à y voir. À la rentrée, ils vont augmenter. Non, je pense qu'il faudrait, pour conduire un bus, il faut quelle ancienneté comme chauffeur de bus? Vous avez droit à combien d'heures? Il y a l'équipement maintenant qui permet de connaître combien d'heures un chauffeur a conduit. Comme ça, quand on l'arrête, on regarde pour savoir, vous êtes au volant depuis combien d'heures? Pas un gars qui va faire Douala, Yaoundé, il a sommeil. C'est fou. Donc, on n'a pas une politique de sécurité routière qui vise à protéger les usagers. Et si vous êtes élu pour votre... Quand je serai élu. Quand vous serez... Merci beaucoup. élu. Quand vous serez élu pour votre mandat de transition, est-ce que vous pensez que vous aurez assez de temps justement pour mettre ces infrastructures en place ou pas forcément? Comment ça va se passer? Moi, je pense que ça va se faire parce que nous avons un pays où le peuple est très intelligent. Ils font ce qu'ils font là parce qu'il y a un laisser-aller, parce qu'ils voient une ouverture. Parce que les comportements qu'ils affichent ici, quand ils entrent dans l'avion, ils vont ailleurs, ils ne font pas. Ils le font ici parce qu'il y a une ouverture. On fait toujours comme ça, non, on va faire comment? Mais voilà. Donc, je pense que
c'est mon choix de faire un mandat de transition. La Constitution, elle était à 17 ans fois 2. Non, même pas fois 2. 7 ans autant que je voudrais. Mais c'est moi qui dis non, ben écoute, pour ne pas avoir un conflit d'intérêts, je viens pour une période de transition, je mets le système en place, les institutions en place, une nouvelle constitution, je supervise l'élection, je n'ai pas de parti politique. Celui qui gagne, je lui passe la main, et puis les choses vont continuer. Et pendant cette période-là, je veux m'assurer que ce dont on est en train de parler soit mis en place. Ça doit prendre du temps. Et ce qui est plus compliqué, à mon avis, je ne sais pas combien est-ce que le Cameroun doit, les dettes, combien est-ce que nous gagnons, quelles sont nos réserves d'or. Un autre secteur qui fait débat, c'est celui des infrastructures. En 2025, Ah ouais. le constat est là. De nombreux Camerounais n'ont toujours pas accès à de l'eau potable de qualité. C'est-à-dire, on a le robinet à la maison, mais l'eau qui coule dans notre propre maison, c'est pas de l'eau Quand ça potable. coule. Quand ça coule, bien évidemment. Et dans certains quartiers, l'eau doit être cherchée à la source. Et des coupures aussi d'électricité fréquentes qui impactent donc non seulement les entreprises, mais aussi le secteur de la santé. Pourtant, des initiatives existent. Je vais vous en citer quelques-unes. Des réformes pour améliorer la gestion des ressources en eau ont été mises en place avec l'appui de bailleurs de fonds. Le Cameroun participe également à des initiatives comme l'Alliance solaire internationale ou encore le projet hydroélectrique de Nachingala pour stabiliser l'approvisionnement en électricité. Mais sur le terrain, on a des coupures. Ces solutions tardent à se concrétiser. Et face à cette urgence, qu'est-ce que vous pourrez proposer comme solution concrète pour garantir un accès rapide? Tous les projets dans ce pays sur l'infrastructure saignent parce qu'on vole. Si on vous met en place 10 000 pour faire un projet et vous en volez 5, le projet ne va jamais aboutir. 2 villes principales du Cameroun, c'est quoi? Douala et Yaoundé, capitale économique, capitale politique. Autoroute. Depuis 2014, on n'arrive pas à avoir une autoroute de Douala à Yaoundé. Quand même. Donc je pense que tous ces projets-là ont le problème. C'est quoi? C'est la corruption, les détournements. Regardez la Cannes, ce que ça a donné comme détournement. Regardez, c'est pas moi qui le dis, hein, le Covid Gate, que qu'a dit la Chambre des comptes, tout ce qui a été volé. Je pense que c'est là on a, non seulement on a maintenant de la corruption, mais c'est doublé d'une impunité. Les gens savent que je ferai, rien ne m'arrivera. C'est simple que ça. Et donc, quelles sont les solutions que vous Mais proposez? donc, c'est arrêter le saignement. Le saignement à la source? Ah bien, le saignement à la source. Mais qu'est-ce qui vous dit que les prochaines personnes qui seront peut-être dans votre gouvernement, vous leur faites confiance et finalement, ils exécutent les... Ah non, parce que ça sera tolérance zéro. D'ailleurs, ceux qui ont pris, n'est-ce pas, devront rendre compte de ce qu'ils ont. On n'a jamais pourquoi dans un pays, on accepte de mettre dans la Constitution la loi fondamentale, la déclaration des biens. Pourquoi on ne l'applique pas? Pourquoi? Les gens ont peur de quoi? Qu'ils viendront avec rien et à la fin ils ont, et puis on va leur demander où c'est sorti. Ça ne va pas ça. Et moi je le fais hein, depuis 2018. Vous les journalistes, vous n'en parlez pas beaucoup, mais en 2018, j'étais le seul candidat qui a déclaré ses biens. Bilan de santé, déclarer mes biens et ma situation fiscale. C'était publié pour tout le monde. Les journaux n'ont pas repris ça. On a demandé à personne d'autre. Tous les partis d'opposition qui sont à l'Assemblée, là, personne ne les empêche de déclarer leurs biens. Ils n'avaient qu'à faire un truc, déclarer le bien et dire voilà, nous avons fait. Nous défions les députés de RDP de faire pareil. Ils ne le font pas. Alors, sous ma présidence, ça va être fait. Et ça va être tolérance zéro. Je ne dis pas que les gens vont voler, mais si vous volez, vous allez voir ce que vous allez voir. On va parler du secteur de la santé. Le système de santé au Cameroun souffre d'un manque de personnel et d'infrastructures adaptées dans les hôpitaux. Le manque de motivation des professionnels de santé, les conditions de travail difficiles conduisent beaucoup de jeunes médecins à quitter le pays. Et selon l'Ordre national des médecins du Cameroun, environ 5000 médecins camerounais exercent actuellement hors du Cameroun. Quelles sont les solutions que vous proposeriez pour retenir ces talents et aussi améliorer le système sanitaire de santé au Cameroun? Parlant de ceux qui sont partis.
Dans mon programme, je propose de faire du diaspora. Je n'aime pas le mot diaspora parce qu'on parle de Vous aimez diaspora. quel mot? Les Camerounais vivant à l'étranger. Ça marche. Ouais, parce que quand on parle de diaspora, c'est toujours est-ce que vous avez entendu parler de diaspora français ou diaspora américain ou anglais? Non. C'est nous autres. Hein. Diaspora, c'est bon. Alors, les Camerounais vivant à l'étranger doivent faire partie intégrante de notre plan de développement. Ça veut dire qu'il y aura des grandes assises où ils viendront, secteur par secteur, dire comment ils peuvent nous épauler pour faire une audite, pour aller de l'avant. Donc, ça veut dire quoi? Ça va concerner le traitement des personnels de santé, les médecins. Est-ce que dans chaque arrondissement, il y a une unité? Pourquoi ça ne marche pas? Tout ça va être revu. Et on va suivre leurs conseils. Pas seulement eux, c'est une commission qui est mixte. Mais il faudrait qu'ils soient. En 2023, le Cameroun a reçu presque 400 milliards en argent venant de nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Mais comment ne pas voir que ces gens-là doivent faire partie intégrante de notre développement? Même la chose la plus simple qu'on leur refuse, la double nationalité. C'est-à-dire que ceux qui gèrent ce pays ont tous, ils les ont. Quand on vote les élections en France, ils sont fiers de s'aligner pour aller voter. Et puis on va taper sur le petit Camerounais à l'aéroport parce qu'il a montré tel passeport ou tel autre. On va arracher un, ou bien on va l'empêcher de rentrer dans l'avion. S'il ne corrompt pas, c'est quoi cette histoire? Dans les 12 heures, je suis président de la République, une fois Camerounais, toujours Camerounais. Vous pouvez avoir 5 ans d'activité, c'est votre problème. Mais c'est votre droit. Jusqu'à ce que vous renoncez expressément que je ne suis pas Camerounais, je ne veux plus être Camerounais, c'est autre chose. Donc, vous comptez mettre en place la double nationalité, si bien compris. Oui, j'entends mettre en place l'affirmation de la nationalité camerounaise pour dire qu'elle est inaliénable. Donc, si toi, double nationalité, c'est pas de quoi il s'agit. Pourquoi on le refuse, je ne sais pas. Donc ça va être quelque chose du passé. Et ça, c'est le premier étape pour intégrer. Vous êtes en Belgique ou bien en France. Votre maman décède. Il faut que vous veniez au pays. On vient de vous le dire. Vous faites comment? Il faut certificat d'hébergement, tel document, réservation d'hôtel, ceci, cela. Bon, maintenant, c'est un peu plus rapide parce qu'on peut faire en ligne. Mais quand même, quand vous vous sentez, quand vous êtes là, vous êtes le seul qui est à l'étranger, toute votre famille est ici. Vous devez justifier pourquoi vous venez au Cameroun, quand même. Passons à l'éducation qui est donc essentielle pour l'avenir d'un pays, du Cameroun. Les grèves des enseignants sont fréquentes et intenses depuis 2022. Elles sont souvent dues à des problèmes de salaire. Ils revendiquent des salaires et de meilleures conditions de travail. D'ailleurs, l'OTS, On a trop souffert, qui est une association d'enseignants, il prévoit encore de gréver à la rentrée prochaine. Vous, quelle est votre vision pour la réforme de l'éducation au Cameroun et comment apaiser cette crise des enseignants? Premièrement, il faut dire que notre système d'éducation n'est pas adapté aux exigences de l'heure. C'est archaïque. C'est archaïque. C'est, vous voyez, philosophie et toutes ces choses-là qu'on apprend, même le curriculum de l'histoire et géographie et tout ça, je ne sais pas quel rapport ça a avec l'avenir. J'ai des jeunes qui viennent ici pour que j'ai un entretien avec eux parce qu'ils veulent être avocats ou postulants. Ils n'arrivent même pas à parler anglais ou n'arrivent même pas à parler français selon. Tout ce qu'ils savent, c'est manipuler le téléphone pour aller au WhatsApp et je ne sais plus quoi. Mais ordinateur comme outil de travail, ils ne savent rien. Vous voyez, c'est un peu cela. On est en décalage total. Bon, si ces aptitudes-là étaient exigées à toutes les étapes de l'éducation, les gens vont aller s'y mettre. Si on disait ici au Cameroun, à partir du chef de service, si vous n'êtes pas bilingue, vous ne progressez pas. Dans chaque bureau, on trouverait des Camerounais qui peuvent parler français et anglais. Mais on n'a pas un système éducatif qui veut faire grandir les Camerounais, qui prend compte des défis de l'heure.
Parlons donc des enseignants. Bien sûr, puisqu'ils n'ont pas d'armes, puisqu'ils ne peuvent pas tirer, mais écoute, ils sont les délaissés. Mais ils ont des revendications qui montrent. Moi, j'ai un père qui a commencé comme enseignant. Ce sont les gens qui sont les plus importants dans une société. Si je regardais les politiciens d'avant dans ce pays et dans d'autres pays, eux tous commencent comme ça. Soit dans les missions, soit dans l'éducation. Mais hélas, mais ces gens-là sont délaissés. Mais ceux qui ne vont pas oublier, c'est aussi les enseignants du secteur privé. Parce que ceux-là sont vraiment... on profite de leur désespoir. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où ils sont presque obligés d'accepter les salaires qu'on les propose. Parce qu'ils vont faire comment? Ils ne touchent pas assez, il faut qu'ils fassent d'autres travaux. Mais là où ils vont, c'est la même chose. Il faudrait regarder ce système d'enseignement privé pour qu'il y ait un système de contrôle qui permette à ce que ceux qui sont dans ce secteur-là puissent toucher un salaire décent et que ces salaires-là soient payés. Je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on oublie. Mais pour les enseignants et comme pour le personnel de santé, parce qu'il faudrait qu'il y ait un mécanisme qui les protège, qui s'assure qu'ils peuvent, n'est-ce pas, faire leur travail en tranquillité. On dit que les médecins, ils ont dans toutes les cliniques à gauche et à droite, mais regardez leur salaire, vous voulez qu'ils fassent comment? Donc, c'est ce que je préconise, c'est ce qu'il faudrait. Selon vous, un enseignant doit toucher combien en salaire? Bon, vous savez, quand on compare les salaires, on a l'habitude, n'est-ce pas, de nous comparer avec la Côte d'Ivoire. Si vous voyez les salaires en Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir avec ce que nous gagnons ici. Au primaire, ils sont en 500 et quelques, n'est-ce pas, de 1000. Oui, et puis le secondaire, c'est 600 et quelques. Et l'enseignement supérieur, c'est au-delà de 700. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Et je pense qu'il faudrait absolument, je ne sais pas si je vais aller à ce niveau-là pour avoir ce rebond, mais il faut absolument revoir, n'est-ce pas, les salaires des personnes qui sont à la base même de la formation des citoyens de demain. On va parler d'économie. L'économie camerounaise traverse une On en parle depuis. Oui, on en parle depuis, mais cette fois sur le chômage. Le chômage qui est élevé particulièrement chez les jeunes. Le taux de chômage pour les jeunes camerounais âgés entre 25 et 35 ans et titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur est de 14,8%, soit 5 fois celui de non scolarisés de la même tranche d'âge, évalué à 3%. Ça, ce sont les chiffres de l'Institut national de la statistique. Qu'en pensez-vous que le taux de chômage? Je pense qu'il y a un problème sérieux de chômage chez les jeunes. Un problème sérieux. J'en sais quelque chose. Mon chauffeur est doctorant à Bamenda. Il est en train de suivre des cours pour avoir un doctorat. Il est mon chauffeur. J'étais surpris quand je l'ai vu. Il me dit, écoute, moi, il faut bien que je travaille. J'ai une famille, je veux faire comment? Et c'est voilà ce que je trouve comme travail. Donc, en partie parce que, comme j'ai dit tantôt, on a un système éducatif qui n'est pas adapté. On n'a pas un système de formation qui aboutit à quelque chose. Ça coûte quoi de dire que tous les collèges techniques, on exige à toutes les entreprises qui concernent leur formation de leur prendre en stage en vue d'eux, et de dire que ce qu'on prend, on peut trouver des mécanismes pour encourager ces sociétés, peut-être dans les impôts, des choses qui les permettent d'être impliqués pour régler ce problème de chômage des jeunes. Et aussi, là-dedans, il faut mettre des problèmes de népotisme, de favoritisme, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours les meilleurs qui sont embauchés. Il y a tout ça à la fois. Donc, c'est un tout, on ne peut pas isoler que, bon, il y a les jeunes sans emploi, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je pense que, pourquoi ils n'ont pas d'emploi? Est-ce qu'ils ont la formation? Est-ce qu'ils veulent continuer? Donc, c'est tout ce qu'il faut voir, toute la chaîne. Et je pense que c'est très, très faisable. D'autres pays l'ont fait. Oui. Je pense que nous aussi, au Cameroun, on peut très vite absorber les jeunes qui sont prêts. On dit agriculture, on dit ceci, certes, mais qu'est-ce qu'on met en place? On met crédit agricole, on vole tout.
FOGAP, on met, on vole tout. Petite et moyenne entreprise, c'est au bout de l'écroulement. Regarde la liste de ceux qui ont des créanciers. Ce n'est pas des jeunes, ce n'est pas des petites et moyennes entreprises, ce sont des gros bonnets. Hein. Ouais. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Les mêmes problèmes d'une société qui est mal gouvernée, d'une société où il y a le favoritisme, d'une société où il y a le népotisme. Donc, le reste, ce n'est pas celui qui travaille le plus qui avance. Et c'est la seule façon dont on tue le progrès d'un pays. De vous assurer que ce n'est pas par compétence que vous avancez et pas par l'effort que vous fournissez que vous avancez. Pourquoi? J'habite à côté de l'ambassade de Russie. À 4 heures du matin, il faut voir le rang des jeunes qui veulent partir en Russie. Moi, j'étais à Benghazi, j'étais en Libye, j'étais au Liban, et je vois ces jeunes-là qui sont en attente de tenter de partir par bateau. J'entends qu'il y a eu un accident tout dernièrement cette semaine, on dit peut-être 40 Camerounais, je ne sais pas si c'est vrai. L'autre jour, vous avez entendu qu'il y a un jeune qui est tombé sur la piste ici en Simalène. Vous savez où l'avion partait? Au Nigeria. Un avion vol privé qui partait. Le gars l'a tenté de se mettre dedans. En tout cas, je ne sais pas si ça partait au Nigeria. Pour lui, il fallait qu'il parte. Il est venu entrer là-dedans, il est tombé. Ce genre de démarche qui résulte de la désespération, ce genre de démarche doit nous faire penser, alors, quel est le pays que nous gérons, où les gens nous fuient? Il faut être riche avec une 4x4 et un gros cigare pour rester au Cameroun. Mais ce n'est pas possible. C'est inacceptable. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez aperçu ces jeunes-là dans les rangs devant l'ambassade? Je dois vous dire que je me suis senti mal à l'aise. Vous dites que les gars des Camerounais capables et tout, pourquoi partent-ils? Pourquoi partent-ils? S'ils trouvent mieux ici, ils vont rester. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Vous avez parlé des impôts, de toucher dans les impôts pour financer des étudiants en formation lors des stages. Est-ce que déjà vous comptez augmenter les impôts au Cameroun? Ce que j'ai dit, c'est ce que on peut, en échange d'emploi et recrutement et... Parce que les entreprises se plaignent déjà que... Oui, justement, j'en viens parce que vous avez dit quelque chose qui n'est pas exactement ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, on ne touche pas aux impôts pour aider. Non, j'ai dit, ce qui se passe, c'est que des entreprises qui font des efforts pour résorber ce chômage de jeunesse pourraient éventuellement bénéficier de rebate, on dit en anglais, dans les impôts. C'est-à-dire qu'on pouvait vous faire des remboursements ou des crédits d'impôt, je ne sais pas quoi, par le nombre de personnes que vous avez pu résorber. C'est ce que je veux dire. Bon, en ce qui concerne, est-ce qu'on va augmenter, on va baisser les impôts? Je ne sais pas. On est dans une logique dans notre pays où, n'est-ce pas, le pays doit encaisser tout le temps. Et, comme on dit, trop d'impôts tue l'impôt. On doit toujours encaisser. Un billet, bon, pour ceux qui voyagent en classe affaires, maintenant, a une taxe de 250 000. Pour aller à Cotonou, la femme qui payait 10 000 francs parce qu'elle va prendre des pains pour venir vendre ici, elle doit maintenant payer taxe d'aéroport 50 000 francs. Tout maintenant est taxé. Des cartes d'identité, vous savez ce que c'est, ce qu'on doit payer maintenant. La question que je pose, ça veut dire qu'on peut être en infraction parce qu'on n'a pas l'argent. Oui, mais donc il n'a pas payer tous les frais qu'il faut pour avoir une carte d'identité. Dans tous les autres pays, Gabon, Côte d'Ivoire, c'est gratuit. Ici, nous payons. Alors ça veut dire que si moi, je n'ai pas les moyens pour avoir une carte d'identité, on peut m'arrêter en route pour défaut de présentation de carte d'identité nationale. En fait, on m'arrête parce que je n'ai pas l'argent. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Surtout sur l'économie. Mais sur l'économie, oui, il y a des gens qu'on peut bien taxer. Il y avait une période, je ne sais pas combien d'années, mais en tout cas, le ministre était le ministre Ababa. On a augmenté les taxes sur l'impôt sur les loyers. On est parti de 5% à 20%. 20%. Ça fait un an,
ils ont ramené à 6%. Parce que, qui sont ceux qui souffraient? Les gars avec les grandes villas à Bastos, tout ça, ils voyaient le cinquième de sa partie. Et ces gens-là, il faut qu'ils s'apprêtent. Parce que ça va remonter. Les gens avec les grandes villas là, qui louent à des prix incroyables, il faudrait qu'ils... Je ne vais pas parler de la provenance de leur richesse, mais il faudrait qu'ils sachent que... il faudrait qu'ils contribuent là, à l'État, n'est-ce pas, de leurs concitoyens. Quand on regarde tous ces défis, la sécurité, l'économie, la santé, l'éducation, les infrastructures, l'eau et l'électricité, c'est difficile de savoir par où commencer. Donc j'aimerais vous poser la question, Monsieur Akerimuna, si vous êtes élu, quand vous serez élu, Voilà, exactement. quand vous serez élu président de la République, quelles seront vos priorités? Disons 3 chantiers prioritaires qu'il faudra entamer directement au Cameroun. Premièrement, le premier chantier, c'est la réforme des institutions, qui comprend la Constitution, le régime politique, tout ce qui est dans la Constitution. Première priorité. Mais au même rang de ça, c'est l'audit. On parle comme ça, on ne sait pas. J'entends au Sénégal, on dit bon, il y avait des dettes cachées, il y avait ceci, cela. On n'en sait rien. L'autre chantier, c'est de revoir le problème d'éducation vis-à-vis de l'emploi des jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de champs prioritaires. C'est pas parce que on ne peut pas les classer, on fait ça plus vite. Ça va être fait en parallèle. Mais il y a des choses je voudrais que dans les 100 jours, le Camerounais s'asseye chez lui et dit mince, ça c'est notre pays. C'est ça mon but. Et ça va se faire. Avant de finir, j'aimerais vous poser une autre question sur la liberté d'expression. Ces dernières années, on a vu des avocats se faire agresser, des journalistes poursuivis et abusés, des citoyens inquiétés pour leurs opinions. Quel est votre regard sur la situation actuelle de la liberté d'expression? Mon regard est simple. C'est le regard d'un État qui est en pleine panique et qui utilise de l'intimidation pour empêcher le progrès. Donc les avocats sont toujours un premier au front. Donc il faudrait que les gens voient. On a tapé des avocats. Ce n'est pas vous qui vont nous faire peur. Et on laisse ces gendarmes malmener les avocats. Dites-vous bien, le Cameroun, en 1972, quand il devait être République unie, le premier chantier était de faire un barreau national. La loi est sortie et il s'est appliqué en 1974. Parce que les anglophones et les francophones avaient des régimes différents. Les francophones n'avaient pas un bâtonnier, les anglophones en avaient. Et donc, c'est ça, dans tous les pays, les avocats sont les gens qui revendiquent le plus. Yono Black, c'était ça pour le multipartisme. Donc, eux, ils sont au front, de par leur métier, luttant pour la liberté des uns et des autres. Donc, on doit être conscient. Et je dis aux avocats que vous devez être dans l'arène. Partez chez vous, devenez des conseillers municipaux, devenez députés. Regardez aux États-Unis, sur les 46 présidents qu'ils ont eus, ou 47, il n'y a que 18 qui n'étaient pas avocats. Regardez le Congrès et le Sénat, la moitié sont des avocats. Il n'y a pas, la plupart des pays anglophones en Afrique, le président de l'Assemblée est un avocat. Mais pardi, c'est à l'Assemblée qu'on fait les lois. On ne va pas prendre n'importe qui, boum, on vous met là-bas, 30, 40 ans, dans une instance qui n'a que à faire les lois. Alors, écoute, je pense qu'il y a des choses qui doivent changer. Et les avocats doivent être conscients que ce n'est pas en restant derrière qu'on va avancer. Ils doivent assumer leur devoir et ce qu'ils doivent faire pour permettre à l'État d'avancer. Donc, c'est normal donc, que cette répression qui est maintenant qui est utilisée comme exemple pour ceux qui sont supposés connaître moins leurs droits. Donc, moi, je pense que c'est une tactique, voilà, cette menace et cette maltraitance que subissent les avocats. Et comment garantir, parmi les avocats, les journalistes et même les citoyens qui ont comment garantir un véritable respect de la liberté d'expression? Mais d'avoir un système efficace qui permet à la saisine. En Afrique du Sud, dans leur constitution, ils ont ce qu'on appelle Bill of Rights. Il faudrait qu'il y ait un texte spécifique
qui protège les droits et libertés. Ça veut dire que ça vous permet que quand c'est violé, vous pouvez servir. On a une cour constitutionnelle, un conseil constitutionnel, mais vous ne pouvez pas le saisir. Il faut aller soit par l'Assemblée, soit c'est un autre, la personne qui vous a causé le tort qui puisse saisir cette instance. C'est de n'importe quoi. Il faudrait que le citoyen ait une voix, habeas corpus, qui est copié de systèmes anglo-saxons qu'on a ici, n'est jamais appliqué. Rares sont les gens qui sortent à cause habeas corpus. Ça veut dire que libérez-le ou venez rendre compte pourquoi vous le détenez. Donc, je pense qu'il faudrait seulement que nous ayons un système. Le système de chaque pays, c'est pour servir les citoyens et pour s'assurer que les citoyens puissent bien vivre, bien vivre. Ici, dans notre pays, c'est l'inverse. C'est comme on est là pour porter, n'est-ce pas, l'État et ses institutions sur la tête. Et j'ai l'habitude de dire aux amis fonctionnaires, je dis, vous savez, nous, du secteur privé, nous cherchons des solutions aux problèmes. Mais vous, de l'État, vous cherchez des problèmes aux solutions. Pour terminer, j'ai prévu un petit quiz. Ouais. On peut appeler ça un quiz. Je vais vous présenter une photo. Ça s'appelle une photo, un mot. C'est un concept. Et l'idée, c'est que quand vous voyez cette photo spontanément, vous dites soit un mot, une expression, une phrase qui vous vient en tête. Ouais. Donc, je vais commencer par... Ça, c'est mon père. Tout ce que je sais, tout ce que je fais, je le tiens de lui. J'étais très proche de lui. J'ai suivi toute l'étape politique de sa vie. Donc, c'est émouvant que vous ayez cette photo qu'il a faite quand il avait encore une soixantaine d'années. Donc, c'est le montant des notes. Monsieur Bedzigui, c'est un ami. On aurait pu faire chemin ensemble, mais je pense que nous avons des cultures complètement différentes. Mais on a le même âge. Il m'appelle Bro, je l'appelle Bro. C'est aussi simple que ça. Vous avez une bonne relation de Bro? Oui, de Bro, justement. Dernière photo. Ouais, le président de la République, Paul Biya, c'est quelqu'un qui est devenu président de la République par la volonté d'Ahidjo. Et je pense qu'il avait des intentions pour amener notre pays vers des lendemains meilleurs. Et je pense qu'après 1984, cette tentative de coup d'État, il a pris notre chemin, qui était plus un chemin qui garantissait sa protection que, n'est-ce pas, la survie des citoyens. Puisque vous me montrez la photo, je pense que la moindre chose, que c'est Ahidjo, son épouse et sa première fille reviennent quand même chez eux. Il y a la loi de 91 qui parle de l'amnistie, de Oumnobé et des autres. Ça parle aussi de dire qu'à la demande de la famille, on peut rapatrier. Ça, c'est du n'importe quoi. Je pense que j'étais à Dakar, quand vous êtes là, dans ce carré, dans un pays étranger, le premier président de la République, son épouse et sa première fille, enterrés ailleurs. Pour nous, les Africains, ça va faire mal. Et moi, ça me fait mal. Merci Batonia Keremouna pour vos réponses. Merci beaucoup. Le Cameroun traverse donc des défis majeurs et vos propositions seront mises à l'épreuve sur le terrain. On verra comment votre programme peut convaincre les Camerounais, si ce programme peut répondre également aux attentes des Camerounais d'ici l'élection. D'ici là, n'hésitez pas à partager la vidéo et de vous abonner à Axe Media pour suivre le programme des candidats et rester informé des prochaines interviews.